Bonjour à tous, bienvenue dans PlaySmart, votre émission pour décrypter l'industrie du jeu vidéo en français dans le monde. Aujourd'hui dans Serious Game, on se pose la question de à qui appartiennent les jeux vidéo dématérialisés. C'est au cœur de la bataille juridique entre l'UFC Que Choisir et Valve Corporation. Et pour le moment, la justice française a donné raison à l'entreprise américaine, mais l'association française a décidé de saisir la Commission européenne. On va faire un point sur le dossier et sur ses enjeux avec Pierre-Xavier Chomiak de SAS. Il est avocat en droit du numérique. Il sera avec moi en tout début d'émission. Dans la partie multijoueur, le débat de PlaySmart, on va s'intéresser à la place des femmes dans l'industrie du jeu vidéo en France. Pour en parler, Anne Desvoissous, la présidente du SNJV, et Morgane Falaise, qui est la présidente de l'association Women in Game France. En toute dernière partie d'émission, le début d'une toute nouvelle rubrique Level Up, un focus sur une initiative positive autour du jeu vidéo. Et mon premier invité sera Michael Delova. Il est le fondateur d'Ethical Games et il était l'organisateur l'an dernier de l'Ethical Game Jam à Vivatech. Il nous expliquera tout sur son engagement pour un jeu vidéo beaucoup plus éthique, beaucoup plus inclusif, beaucoup plus accessible. PlaySmart, nouvelle partie. Qui possède les jeux vidéo quand ils sont dématérialisés? C'est la grande question qui est posée dans le contentieux entre l'UFC Que Choisir et l'entreprise américaine Valve Corporation, éditeur de jeux vidéo, mais aussi propriétaire de la plateforme que vous connaissez sûrement, Steam, qui est le principal client en fait quand vous voulez jouer à des jeux sur ordinateur. On va décrypter l'état du contentieux avec Pierre-Xavier Chomiak de SAS, mais avant ça, on va faire un tour sur la chronologie des faits, puisque ça a commencé en 2015. En 2015, donc, l'UFC Que Choisir commence les premières procédures contre Valve Corporation. En 2019, le tribunal de grande instance condamne Valve Corporation. En 2022, la Cour d'appel retourne le jugement et donc nous indique que les joueurs de jeux vidéo ne sont pas propriétaires des jeux qu'ils auraient payés sur Steam. En 2024, la décision de la Cour d'appel est confirmée en cassation. Et en 2025, et donc l'UFC Que Choisir nous indique saisir la Commission européenne. Pierre-Xavier Chomiak de SAS, c'est un nom assez compliqué à dire. Bonjour. Bonjour. Vous suivez depuis 10 ans ce contentieux. Peut-être déjà pour commencer, c'est quoi le problème autour des jeux dématérialisés qui est soulevé par l'UFC Que Choisir? Alors, c'est un problème de propriété, vous l'avez dit en synthèse. La question est aujourd'hui concernant les joueurs. Sont-ils propriétaires ou non de leur jeu? Et la question connexe, c'est peuvent-ils revendre après avoir acheté un jeu à travers la plateforme Steam ou de façon générale de manière dématérialisée, peuvent-ils ou non le revendre à quelqu'un d'autre? Historiquement, la question ne se posait guère depuis le début du jeu vidéo, car il y avait toujours un support matériel, soit les disquettes, une cartouche, un disque, un CD-ROM, etc. Et en effet, avec le développement d'Internet, avec le développement de la dématérialisation des produits et services, eh bien, le jeu vidéo s'est associé à ce qui se passe en matière de livres électroniques, en matière de contenu audiovisuel. Et donc, il y a eu une transformation de la propriété historiquement physique, que l'on pouvait donc revendre, à quelque chose de dématérialisé. Et c'est là qu'est apparu le problème. Et là, aujourd'hui, en fait, la justice française nous dit que le jeu vidéo, même s'il y a un acte d'achat de l'utilisateur, ce n'est pas une propriété comme un logiciel, c'est avant tout un support pour accéder à une œuvre, en fait. C'est ça la clé, en fait, de compréhension aujourd'hui. C'est pour ça que la justice nous dit qu'on ne peut pas revendre un jeu acheté sur Steam. Et exactement. Le débat en fait remonte aux années 2010 lorsque s'était posé la question de savoir si on obtient la propriété d'un logiciel lorsqu'on l'achète. Et vous avez des règles européennes qui répondent par l'affirmative en disant oui, la copie sauvegardée d'un logiciel vous appartient et donc vous pouvez le revendre avec le matériel informatique. La jurisprudence datait de 2012, je crois. Exactement. La question après s'est posée pour d'autres biens numériques, notamment les livres. Et là, c'est une autre directive qui ne s'applique pas au logiciel, mais qui s'applique aux droits d'auteur en général, qui est venue dire non, tout ce qui relève du droit d'auteur classique, donc sauf l'exception du logiciel, est un droit de licence et non pas une vente à proprement parler lorsqu'elle est dématérialisée. Et le jeu vidéo a été perçu non pas comme un logiciel, mais comme un bien.
mais comme une œuvre. Et donc ici, là, si on comprend bien, Valve Corporation, donc le propriétaire de Steam, défendait en fait un modèle économique où l'utilisateur achetait le droit d'utiliser un jeu. Et finalement, la justice lui donne raison, mais pas forcément via son argument en disant c'est surtout le fait que ce soit une œuvre et donc c'est pour protéger plutôt les créateurs finalement que la justice française décide d'avoir une décision contre UFC Que Choisir et contre les consommateurs indirectement. Oui, exactement. Derrière Valve, en réalité, vous avez l'ensemble des éditeurs de jeux vidéo qui, évidemment, aujourd'hui ne vivent que par la licence et l'exploitation de leurs jeux vidéo. Et l'intégralité de leur business model se tourne vers le fait d'avoir... Notamment les petits studios indépendants, d'ailleurs, qui ne sortiront peut-être qu'en digital. Exactement. Donc toute cette économie aujourd'hui qui est sur une consommation dématérialisée implique que les jeux vidéo ne peuvent pas être cédés de façon dématérialisée avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Et pour la petite anecdote, historiquement, on considérait juridiquement le jeu vidéo comme un logiciel jusqu'en 2009 en France. Et à partir de 2009, on a considéré que c'était une œuvre complexe et donc qui ne pouvait pas se limiter à sa dimension logicielle et donc l'intégralité du droit de la propriété intellectuelle devait lui être applicable. Et aujourd'hui, c'est précisément parce que ce n'est plus considéré comme un logiciel qu'on lui applique un régime qui est en effet profitable aux propriétaires de la propriété intellectuelle des jeux. Qu'est-ce que peut espérer l'UFC Que Choisir auprès de la justice européenne? Parce que là, en gros, ce qu'ils estiment, c'est devoir être jugé. En tout cas, le dossier doit être mis devant la Cour de justice européenne. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Alors, ils ont réalisé toutes les voies judiciaires possibles en droit interne avec la Cour de cassation qui leur a dit non et qui leur a dit non justement pour porter cette question auprès de la Cour de justice. Et donc l'UFC Que Choisir qui maintient cette lutte en faveur des consommateurs qui sont à nouveau toujours persuadés d'acheter aujourd'hui une propriété alors qu'en réalité ce n'est qu'une licence, qu'un droit d'utilisation. Eh bien, ils ont fait appel justement à travers une procédure un peu particulière qui s'appelle le recours en manquement devant la Commission européenne et espèrent que l'analyse de la Commission européenne sur ces fameuses directives qui fondent tout le raisonnement juridique. Si j'ai bien compris, là c'est l'État français qui a attaqué, c'est plus Valve Corporation. Alors, oui, c'est l'interprétation qui est faite par l'État français à travers ses juridictions des directives, la directive sur le logiciel et la directive sur le droit d'auteur. Et donc l'UFC Que Choisir veut très simplement encourager à ce que les jeux vidéo dépendent de l'exception du logiciel. Le sujet est à suivre. Ça risque d'encore beaucoup bouger. Je pense qu'on vous réinvitera, Pierre-Xavier Chomiak de SAS, pour voir les prochaines évolutions du dossier. D'ici là, je vous dis à bientôt. On va passer à un nouveau sujet sur PlaySmart. On va s'intéresser à la place des femmes dans l'industrie française du jeu vidéo. Je vais en débattre avec Anne Desvoissous, présidente du SNJV, et avec Morgane Falaise, la présidente de Women in Games France. La moitié des joueurs de jeux vidéo sont en fait des joueuses de jeux vidéo et pas forcément des joueuses qui jouent à des jeux comme Hello Kitty ou Animal Crossing. Non, elles jouent aux mêmes jeux que les hommes, des jeux exigeants, des jeux parfois violents. Bref, les femmes et les hommes aiment autant le jeu vidéo. Par contre, quand on regarde les chiffres de l'industrie française, les femmes ne composent que 24% des effectifs des studios de production, de développement. Et on va se demander pourquoi avec mes invités. Anne Desvoissous, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du SNJV, le syndicat national du jeu vidéo, directrice des opérations Spiders Nekon aussi. Également. C'est votre deuxième participation dans l'émission. À côté de vous, Morgane Falaise, bonjour. Bonjour. Présidente de Women in Game France, ouais. Puisque c'est une organisation qui a plusieurs antennes dans les différents pays du monde. Vous êtes également fondatrice de Minuit 12. Oui. Qui est quoi, une agence de... Une agence de communication spécialisée dans le divertissement et plus particulièrement le jeu vidéo. Jeux vidéo et puis produits aussi dérivés, voilà. jouets. Le jouet, pop culture, tout ça. Donc, la place des femmes dans l'industrie du jeu vidéo, c'est un peu, vous le disiez avant d'entrer en plateau, c'est un peu votre combat commun. Je vais vous poser la question à vous, Morgane. Comment on explique qu'on est quasiment 50% de joueuses, mais que quasiment un peu moins de 25% de femmes dans les studios qui créent les jeux vidéo? Alors, c'est, je pense, le regroupement d'énormément de paramètres. On pourrait les citer pendant très longtemps, je pense, mais il y a à la fois la façon dont s'est construite l'industrie. Historiquement, ce n'était pas forcément dédié aux hommes, en tout cas conservé par les hommes. Et petit à petit, au fur et à mesure où le développement des logiciels s'est masculinisé, les femmes ont été écartées. Et donc, par extension, c'est une industrie où il y a eu au départ beaucoup d'hommes.
notamment dans tous les rôles, on va dire, techniques, puisque si on prenait les chiffres en détail, Anne de Voissou, c'est que selon les métiers, c'est 24%, ils ne se retrouvent pas dans tous les métiers, il y a des métiers où on sera encore bien en dessous, et notamment, je crois, dans tous les métiers liés à l'ingénierie informatique. Là, il y a un vrai retard encore. Oui, on constate ça. On a 5 grandes familles de métiers. Sur la famille de la conception et sur la famille du développement informatique, on est effectivement en dessous de ces 24%, qui est une moyenne en fait sur l'ensemble des métiers. Mais ce qu'on remarque dans notre industrie, on le voit aussi dans d'autres industries, hein, dans tous les métiers du numérique, il y a une pénurie en fait de femmes et nous on hérite du même problème. Même plus largement dans tous les métiers scientifiques et techniques d'ailleurs, parce qu'on le traite sur cette antenne très souvent, c'est un problème plus global. C'est pour ça notamment, je crois que le SNJV s'était engagé dans une initiative nationale Tech for Toutes, qui avait été lancée par la Première ministre Elisabeth Borne. Ça consiste en quoi déjà cette initiative et comment le SNJV, lui, pouvait s'impliquer dedans ? C'est une initiative qui vise à encourager en fait, les jeunes filles à embrasser des carrières du numérique. Sachant que, par exemple, un sondage qui avait été fait en septembre 2024 par l'association Elle Bouge confirme que 33% des jeunes filles sont encouragées par leurs parents à des métiers du numérique, alors que 61% des garçons sont encouragés. Donc en fait, ce programme Tech pour Toutes, il a vocation à accompagner 10 000 jeunes filles, jeunes femmes dans leur carrière vers des métiers du numérique, via du mentorat, via des animations collectives. Ou des rencontres avec des professionnels. Voilà. Pour leur faire passer le message que si tu veux créer ton jeu vidéo, tu pourras si tu fais les bonnes études. Alors c'est tous les métiers du numérique, effectivement. Et donc nous, on est associés pour les métiers qui vont représenter effectivement le jeu vidéo, mais c'est évidemment des initiatives qu'on soutient fortement. Tout se passe, ou une grande partie du combat se déroule actuellement dans les écoles spécialisées notamment du jeu vidéo ou des métiers, on va dire, techniques autour du jeu vidéo. Morgane Falaise, est-ce qu'on a un peu une cartographie des représentations des femmes présentes, des jeunes femmes même, présentes dans ces écoles et sur quel type de métier d'ailleurs elles se positionnent? C'est très similaire à ce qu'on constate dans l'industrie aujourd'hui. Donc, les derniers chiffres du baromètre SNJV faisaient état de 27% de jeunes filles dans les écoles de jeux vidéo avec une répartition par catégorie de métiers à peu près similaire et donc souvent fortement représentées dans les métiers de l'animation ou les métiers artistiques. Donc c'est un peu là où on les attend et comme disait Anne, c'est là où leur famille va aussi les orienter. Donc quand on s'intéresse au sujet et qu'on détricote un petit peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent très en amont et même avant les... À l'école. Mais oui, quand on dit l'école, c'est même presque la maternelle. On va regarder une infographie sur l'évolution de la proportion de femmes dans l'industrie du jeu vidéo, sachant qu'on se focalise sur les studios de développement, pas chez les éditeurs. Mais donc, on voit quand même que ça progresse. Ça ne progresse pas si vite que ça, mais quand même, par rapport à il y a 10 ans, on a pris quand même 10% d'augmentation. Anne de Voissou, est-ce que c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide pour vous ? L'évolution de ces chiffres, ils sont encourageants, mais on est loin d'avoir terminé. La parfaite... parité est encore peut-être un peu loin. Et donc, c'est l'ensemble de nos actions au quotidien et notamment sur les acteurs qui sont avant le monde du travail, et notamment avec les écoles, par exemple. La famille, souvent, comme vous le disiez, c'est le premier acteur d'orientation. Voilà. Et puis, vous avez aussi un déséquilibre aujourd'hui, c'est qu'on a 24% de femmes dans le jeu vidéo, mais on a également 20% de femmes sur les postes d'encadrement, donc on n'est pas non plus... Il y a un petit déficit. Voilà, il y a un petit déficit également. On va sortir des chiffres au mois de juin, donc on pourra mesurer de nouveau l'écart et je pense que de nouveau ça va être meilleur qu'avant. Ça monte petit à petit. Voilà, ça monte petit à petit, mais il y a encore il y a beaucoup de travail. Beaucoup de choses à faire. Oui. Morgane Falaise, comment on essaye d'aller plus vite? Est-ce que ça passe aussi par la représentation des femmes dans les jeux, dans les créations? Je pense à la dernière création française à Montpellier qui cartonne, Clair Obscur, où je crois que dans le casting des personnages principaux, il doit y avoir 2-3 femmes qui ont des rôles importants. Ça, c'est assez rare dans les jeux
on a encore assez peu de femmes, je crois, qui sont rôles principaux dans les jeux. Et en plus, j'avais cru lire quelque part que même quand elles avaient un rôle, le temps de dialogue était relativement court. Oui, c'est ça. En fait, il y a eu une légende, une rumeur pendant très longtemps qui disait que s'il y avait une femme en personnage principal, le jeu ne se vendrait pas. Mais il y a beaucoup de jeux qui ont de contre-exemples, en fait, et pas forcément avec des personnages hyper sexualisés. C'est ça qui est important. Donc, je pense que la représentation, elle joue aussi quand on a des productions de jeux avec des personnages féminins qui ne parlent pas, qui sont sexualisés, qui sont en petite tenue, qui ne servent pas à grand-chose. On se dit, OK, est-ce que je veux travailler avec une équipe qui voit les femmes comme ça ou qui nous représente de la sorte. Mais là, je pense aussi qu'on va dans le bon sens, dans la mesure où il y a beaucoup de gros studios et de super productions, donc avec des très gros budgets, qui montrent aujourd'hui des représentations beaucoup plus diversifiées. Vous avez pointé du doigt l'ambiance qui peut exister dans certains studios. Alors, je ne vais pas citer l'entreprise qui fait l'actualité actuellement pour des raisons assez compliquées, mais les questions de sexisme, d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel et moral envers les femmes dans l'industrie du jeu vidéo, j'imagine que ça, c'est un vrai problème. Est-ce que vous y avez déjà été confronté ou vous en avez déjà entendu parler ? Oui. J'y étais confrontée il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune. Je pense que c'est une réalité, mais au même titre que toute notre société, en fait. On voit aujourd'hui, il y a plein d'histoires qui sortent dans toutes les industries, notamment les industries créatives, dans le cinéma. Alors peut-être aussi parce qu'on a une population de travailleurs et travailleuses, notamment les travailleurs en l'occurrence, qui, voilà, comme on était sur des équipes homogènes, beaucoup d'hommes blancs, cisgenres, qui se sont peut-être sentis en confiance à un moment. Et à des postes de pouvoir, comme le disait Anne, on a très peu de femmes à des postes d'encadrement. Donc, avec des postes de pouvoir, on peut se sentir plus légitime pour faire certaines choses, mais ça fait plusieurs années que ces agissements sont mis au grand jour, que des choses sont mises en place aussi pour prévenir ça. Oui, puis il y a des choses qui sont vraiment mises en place en interne dans beaucoup d'entreprises pour prévenir ces comportements. D'ailleurs, on a un petit chiffre que je vais peut-être vous montrer, c'est les initiatives des studios pour l'égalité hommes-femmes. Dans le dernier baromètre du SNJV, donc il y a, je crois, 60% des entreprises qui font des actions. Et là, on a le détail. Donc 65% des entreprises françaises de jeux vidéo ont mis en place des actions donc pour promouvoir l'égalité femmes-hommes dans l'industrie. 34% des entreprises ont agi pour l'égalité salariale. 25% des entreprises ont agi contre les violences sexistes et sexuelles au travail. Et 7,3%, là, ça commence à être les très bons élèves qui vont très loin, ont entrepris des choses sur les congés menstruels. Anne Desvoissous, globalement, la cartographie des entreprises françaises de développement de jeux vidéo, elles sont en pointe aujourd'hui à l'échelle européenne, elles agissent, elles sont en pointe ou pas ? Il y a une prise de conscience il y a quelques années vraiment, et puis on est porté aussi par nos équipes en fait sur l'ensemble de ces sujets. On va parler de diversité au sens large. Hein. Là, on parle beaucoup d'égalité homme-femme, mais c'est de la diversité voilà, au sens large. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Il y a eu une grosse prise de conscience à la fois sur du préventif aussi et à la fois sur travailler les environnements pour qu'ils soient les plus bienveillants possibles. Il reste des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des messages à rappeler en boucle. C'est évident. Et puis, je pense que dans nos prochains chiffres, on verra une évolution aussi là-dessus. Dès qu'on travaille avec un collectif, en fait, ça relève aussi de la responsabilité de l'employeur d'être responsable d'un environnement bienveillant pour toutes et tous. Vous me disiez avant l'interview quelque chose de très intéressant, je voulais vous interroger dessus, c'est le bénéfice pour l'industrie française, pour la création française, d'être beaucoup plus paritaire en fait. S'il y avait plus de femmes, notamment dans les postes de création, ça se ressentirait en fait sur la qualité des jeux. Et je vois Morgane qui approuve, donc je pense que vous allez aussi réagir dessus. Anne ? Oui, tout à fait. On est sur des équipes créatives. Donc à partir du moment où une équipe est la plus diversifiée possible, elle va créer des contenus les plus diversifiés possibles et à l'image en fait des sociétés. Si on est sur des équipes qui ne sont pas diversifiées, alors on parle hommes-femmes, mais c'est aussi diversité économique, etc., d'âge, voilà.
plus les équipes créatives vont s'enrichir de points de vue différents et de remarques différentes et de contributions différentes, et ça, on le remarque. Authentique. Et qualitatif. Et qualitatif. Morgane, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je vais abonder dans le sens d'Anne. Effectivement, avoir des équipes les plus diversifiées vont permettre aussi de prendre des meilleures décisions, parce que ça permet de confronter des expériences, mais aussi des points de vue. Et donc, ça évite d'avoir une équipe qui sera toujours d'accord et qui ira toujours dans le même sens. Et là, on ne parle pas que de la création, pas que du jeu, mais aussi de la gestion de l'entreprise en elle-même au quotidien. Tout à fait. Et comme disait Anne, on a une génération qui arrive là sur le marché du travail depuis quelques années, qui est beaucoup plus vigilante et exigeante en termes de place, de ambiance de travail et effectivement place pour tout le monde. Et on est obligé, ça va complètement dans le bon sens, d'écouter tout ça et de s'adapter. Oui, dans les dispositifs qui existent, il y a le guide de l'écran d'après, qui est publié par Spark News. Ils en ont fait un pour l'audiovisuel, un pour le jeu vidéo. Ce guide est très bien fait parce qu'il est mis à la disposition de nos équipes créatives pour les aider à penser en fait les contenus qu'ils vont mettre dans les jeux sous forme de questions. C'est pas du tout dirigé, mais c'est un outil en fait d'aide à la conception et de faire participer la diversité de l'équipe à cette réflexion. Pour avoir un esprit critique sur son travail. Je voulais vous poser une dernière question sur Donald Trump. En fait, quand je dis Donald Trump, c'est tout le mouvement réactionnaire qui nous vient des États-Unis. Je sais, vous, Morgane, que ça vous inquiète un petit peu, vous m'en avez parlé, mais en gros, toutes ces revendications d'un certain courant réactionnaire aux États-Unis et qu'on voit dans le jeu vidéo quand on accuse Assassin's Creed, le dernier épisode, de faire du wokisme, par exemple, ça, vous avez peur qu'il y ait un impact direct sur les entreprises françaises et qu'il y ait un retour de bâton et un recul? Oui, moi j'ai peur que pour certaines entreprises, il puisse y avoir une répercussion. On a bien vu là avec le gouvernement américain qui voulait imposer à certaines entreprises françaises d'arrêter leur politique diversité-inclusion sous peine de cesser toute forme de collaboration. Je me dis que des investisseurs américains, s'ils allaient dans ce sens-là, ça pourrait imposer à des sociétés françaises de se questionner sur ces politiques internes. Oui, parce que les studios français qui créent des jeux, leur plus gros marché, ça reste encore, et ça restera encore très longtemps, j'imagine, les États-Unis. Donc ils sont obligés de faire très attention à ça. Anne? Oui, mais on travaille. Je suis d'accord qu'il y a aujourd'hui un risque de retour en arrière qui est surprenant pour nous, qui est très surprenant. Mais on travaille aussi pour des communautés de joueurs et de joueuses, en fait. Et j'ose espérer qu'ils sont plus intelligents. Et c'est aussi ce marché-là qui fait qu'on va vendre nos jeux. Oui, complètement. Mais l'autre élément d'inquiétude, c'est les réactions fortement opposées qu'on a pu voir notamment aux annonces des Game Awards. Dès qu'il y a un personnage féminin ou un personnage un petit peu trop woke, entre guillemets. Mais voilà, on agite la pancarte wokisme à tout va et du coup, ça a un vrai impact sur les campagnes de lancement de jeux. Il y a certains studios qui ont subi des vagues de harcèlement parce qu'ils ont osé travailler avec une entreprise qui s'appelait Sweet Baby Inc., qui justement aidait les studios à avoir des personnages mieux représentés. Et du coup, la liste a été diffusée. Les studios ont été harcelés. Ça a eu un vrai impact et sur les équipes et sur leur sortie de jeu. Donc, évidemment, on se dit souvent que c'est la minorité qui sera la plus audible, mais ils peuvent avoir On va peut-être conseiller aux studios français de faire les œuvres qu'ils estiment les plus justes. Et puis, on va croiser les doigts pour que, au bout de 4 ans, ça s'améliore. Puisque, mine de rien, Donald Trump n'est au pouvoir que pour 4 ans. Même si en 4 ans, il peut faire beaucoup de choses. Merci beaucoup, Anne Desvoissous, présidente du SNJV, et Morgane Fallès, présidente de Women in Game France, qui remet son titre en jeu dans pas longtemps, je crois. Oui, à la fin du mois. Donc il y aura une nouvelle présidente bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt sur PlaySmart. Merci. Tout de suite, on va parler du jeu vidéo au service de l'inclusion et on le fait avec Michael Delova. C'est le premier invité de la nouvelle rubrique Level Up. Tech for Good et maintenant Video Games for Good. On va parler de comment les jeux vidéo peuvent rendre le monde meilleur, peuvent promouvoir des messages d'inclusion, d'accessibilité. On le fait avec Michael Delova. Bonjour. Bonjour. Vous êtes game designer. Oui. Vous êtes très engagé sur toutes les questions de représentation de la diversité dans le jeu vidéo. Et si j'ai bien compris, vous êtes en train de monter un projet de jeu vidéo, The Others.
Quel sera le thème de ce jeu ? Oui, tout à fait. The Others, ça va traiter de maladies mentales. C'est une ode à la bienveillance, à l'empathie et une fable sur le fait d'aider les autres et qu'en allant à la rencontre des autres, on peut aller à la rencontre de soi-même et ça va traiter du sujet des handicaps, de la maladie mentale, des maladies mentales et aussi de la diversité et de l'inclusion à travers les personnages qu'on rencontrera. Depuis combien de temps, vous personnellement, vous vous êtes dit avec le jeu vidéo, je peux faire passer des messages d'inclusion, de tolérance, de diversité, puisque déjà l'an dernier, durant Vivatech, vous aviez organisé un concours jeux vidéo 100% éthique, le Ethical Games Jam, si je me souviens bien. Tout à fait. Donc pour vous, là, c'est un choix de vie aujourd'hui. Votre carrière, c'est de promouvoir des messages à travers le jeu vidéo. Oui, c'est la continuité logique. Moi, j'ai travaillé dans plus de 10 ans dans les plus grands studios de jeux vidéo, notamment chez Ubisoft et dans d'autres studios à l'international. Étant moi-même LGBT et neuroatypique, j'ai très rapidement pris conscience de la responsabilité éthique et sociale que l'on a en tant que créateur, que créatrice, en travaillant sur un média aussi puissant que le jeu vidéo, qui est la première industrie culturelle au monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que le jeu vidéo est aussi puissant en fait pour passer ces messages-là par rapport à la musique ou au cinéma? Parce que dans un jeu vidéo, on joue quelqu'un d'autre. Donc c'est dans les chaussures. Tout à fait. C'est le meilleur moyen pour sensibiliser à la différence, à l'autre, puisque on vit à travers quelqu'un d'autre, un personnage, on se projette dans un avatar. Donc voilà, c'est le meilleur moyen pour vivre la différence. Aujourd'hui, moi de mémoire, quand je pense aux personnages principaux, déjà penser aux personnages principaux dans des jeux vidéo majeurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le personnage principal de The Last of Us, peut-être, une femme lesbienne. Oui. Mais sinon, on a un personnage transsexuel, je crois, dans un jeu de Dontnod, c'est... j'ai oublié, Tell Me Why. Mais sinon, on fait le tour très très vite. Oui, aujourd'hui, on est en 2025, il n'y a pas un héros de jeu vidéo solo AAA transsexuel ou homosexuel. Avec un homme homosexuel. Le sujet d'une femme lesbienne, ça passe encore. Un homme gay en tant que personnage principal d'un gros jeu, ça n'existe toujours pas. Et donc le blocage, il vient d'où? Des mâles hétéros blancs, c'est ça? Oui, l'industrie du jeu vidéo est dominée par les hommes blancs, hétéros, cisgenres, valides. Moi, j'ai travaillé sur plein de prods de jeux vidéo. On comptait sur les doigts de la main les femmes et les personnes LGBT. Donc, c'est pas forcément de la malveillance, mais c'est des personnes qui ne vivent pas ces sujets-là, donc qui ne comprennent pas l'importance. Voilà. Et il y aurait des étapes à franchir pour en fait faire en sorte qu'un jour ce soit pas un débat d'avoir un personnage qui ne soit même peut-être pas cisgenre dans un jeu vidéo comme personnage principal? Il y a encore du travail, ça c'est sûr. Moi je le vois, je reçois énormément de commentaires homophobes sur les vidéos, puisque je fais beaucoup de vidéos à côté pour sensibiliser à ces sujets-là. Et c'est hallucinant de voir encore le travail qu'il y a. Ouais, il y a encore quelque chose de très hétéronormé, machiste, sexiste, même homophobe dans l'industrie du jeu vidéo, dans les studios, mais aussi dans les communautés de joueurs et de joueuses. Je vais le rappeler avant qu'on se quitte. The Others, votre projet de jeu vidéo actuellement en crowdfunding. Donc oui, là, vous êtes à l'écoute de toutes les propositions d'aide financière. Et donc, on croise les doigts pour que ce jeu aboutisse et soit une grande réussite. Et je vous dis à très bientôt, peut-être pour d'autres sujets sur PlaySmart. Cette émission est déjà terminée. Je remercie Angel qui était à la réalisation, Héloïse au son. Sybille était en train de me parler dans l'oreillette et Juliette s'est occupée de l'accueil invité. PlaySmart, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, n'oubliez pas, jouer c'est bien, jouer intelligemment c'est mieux.